Bonjour Serge, Bonjour j'espère que tu vas Raphaël, bien. Je suis hyper heureux d'être avec toi aujourd'hui dans tes bureaux merci d'être là. pour parler de toute ta carrière. Honnêtement, ça va être un podcast passionnant parce qu'il y a tellement de choses à aborder avec toi. On va revenir sur vraiment tout ton parcours, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'investissement, la production, et plus récemment dans l'IA. Mais avant tout ça, je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Serge Ayat, j'ai 63 ans, j'ai une femme magnifique, j'ai trois enfants magnifiques et je suis entrepreneur depuis que je suis sorti de l'école, même depuis que j'étais encore à l'école. Et donc j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale, ensuite j'ai fait l'ESSEC. C'est à l'ESSEC que j'ai créé ma première boîte et depuis je n'ai plus arrêté. Donc j'ai créé des boîtes que j'ai développées, revendues. Et il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai décidé de rejoindre un rêve d'enfance qui était de rentrer dans le cinéma et dans l'audiovisuel, ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je produis et je finance des films et des séries. Super intéressant. Bah, on va décomposer tout ça. Est-ce qu'on peut commencer déjà par ton enfance? Est-ce Oui. que, au-delà de, voilà, juste pour savoir, est-ce que déjà dans l'enfance, tu avais un rapport avec la culture, l'art, le cinéma, l'écriture, déjà avant même tes études? Alors, on parle vraiment d'une autre époque, hein. Oui. Comme j'ai dit, j'ai 63 ans, donc c'est vraiment une autre époque. Donc, l'un des principaux moyens de divertissement à l'époque, c'était le cinéma. Il y avait très peu de chaînes de télévision. Et donc, j'allais très souvent au cinéma. Oui. Et en fait, quand j'étais au lycée, il m'est apparu assez vite que ce que j'avais envie de devenir, c'était producteur, parce que j'avais un modèle qui a vraiment façonné tous mes désirs, qui m'habite encore, même si finalement la vie a tourné extrêmement différemment. Et donc, j'avais très envie de rentrer dans ce secteur-là. Et ça a été moins simple quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais rentrer dans le cinéma. Pourquoi ils ont réagi comment? Sur l'aspect précaire du Ouais, métier? ils ont réagi très simplement, c'est Ok, non. ok. Donc voilà, ils m'ont dit, écoute, non, chez nous, donc moi je viens d'une famille de juifs immigrés de Tunisie, et donc en fait l'important c'était les études, réussir, s'accomplir dans ce pays, s'assimiler complètement et devenir des Français successful qui ont fait de bonnes études, donc avocats, médecins, ingénieurs, tout ça. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé en classe prépa, en maths sup et en maths spé, au lycée Pasteur à Ok, Neuilly. Je crois que c'est à peu près les pires années de ma vie. ok. En Euh, termes de donc, travail? en termes de travail, mais c'est pas tant la capacité de travail qui m'a gêné, d'ailleurs au contraire, elle me sert encore aujourd'hui, tant d'années plus tard. J'ai jamais peur de finir à 3 heures du matin ou d'abattre une énorme quantité de travail. D'ailleurs, je travaille beaucoup. Hmm. Euh, mais non, c'est plutôt la manière dont ça se faisait, la pression, les sujets qui m'intéressaient pas vraiment. Maths, physique, tout le temps. Quand moi je voulais faire du cinéma, j'ai même failli abandonner parce que quand j'étais en maths P, Apocalypse Now est sorti. J'ai été voir Apocalypse Now au cinéma, donc le film de Coppola Bien sûr. avec Martin Sheen et Marlon Brando. Et je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps, ma vie n'est pas là, en fait. Néanmoins, Ok. je suis rentré à l'école centrale. À l'école centrale, à peu près rien ne m'a intéressé. Et donc ensuite, j'ai enchaîné avec les secs. Là, d'un seul coup, le monde en noir et blanc est passé en couleur parce qu'on était davantage dans le business, dans des choses qui me passionnaient un peu plus. Mais bon, c'était il y a bien longtemps. Même l'école centrale, elle n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. À l'époque, à l'école centrale, c'était que technique. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des filières entrepreneuriat, vous pouvez faire plein de choses à l'école centrale. Et pareil à l'ESSEC, il y avait très très peu de gens qui étaient dans le cinéma et dans l'audiovisuel à cette époque-là. Euh, et donc, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais étudiant, de créer ma première boîte. Et c'est ce que j'ai fait. Et la vie m'a emmené ailleurs, en fait. C'est-à-dire que j'ai créé cette première boîte. Il se trouve que l'année d'après ma sortie, j'ai eu la chance de devenir prof à l'ESSEC. Donc j'étais prof de finance. Et donc j'ai enseigné la finance pendant des années. Et en fait, la vie ne m'a pas du tout amené vers le monde du cinéma. Et donc, tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat
mais quand même dans le secteur audiovisuel, puisque si j'ai bien compris, ça s'appelait C2M Interware, Ouais. Intelware, pardon, et c'était un grossiste importateur de matériel audiovisuel. Concrètement, vous faisiez quoi exactement? Bah, en fait, ça c'est ce que j'ai retenu à l'arrivée. Ok. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que, donc là, on était en 1900, j'ai honte de dire ça, 86? on était en 1986, et en 1986, donc les ordinateurs, il n'y avait même pas d'ordinateur portable en fait, Ouais. et les ordinateurs, les dirigeants d'entreprise ne les utilisaient pas. Moi, je m'étais mis en tête d'importer des systèmes d'aide à la décision, qui étaient des logiciels qui permettaient de prendre de meilleures décisions. Ok. D'outils statistiques ou simplement vraiment d'outils d'aide à la décision. Et en fait, nos principaux clients qui étaient les décideurs n'utilisaient pas d'ordinateur. Donc c'était un peu difficile de vendre des logiciels à des gens qui n'utilisaient pas d'ordinateur. Bien sûr. Et donc du coup, on a galéré pendant à peu près 2-3 ans je dis on parce que j'avais un associé qui était comme moi, qui était à l'ESSEC avec moi. Et donc voilà, on vendait rien du tout, on était tout seul dans notre coin et on était assez loin du milieu de l'audiovisuel. Et puis un jour, sur un salon américain, j'ai découvert les ancêtres des vidéoprojecteurs, des petits vidéoprojecteurs qu'on a aujourd'hui. C'était des écrans plats transparents qui se posaient sur des rétroprojecteurs et qui permettaient de diffuser des images informatiques en fait. Voilà. Et donc, dès que j'ai vu ce produit-là, je me suis dit ça va cartonner. Donc j'ai importé ce produit en France et de fil en aiguille, on est devenus les premiers importateurs de systèmes de projection portables. Avant que ça devienne des petits vidéoprojecteurs. Et puis, on a fait grossir la boîte par croissance interne et externe, en se diversifiant vers l'intégration de systèmes d'information audiovisuelle dans les entreprises. On a été aussi les premiers à importer des stations de montage à vide, qui étaient les premières stations de montage non linéaires pour le milieu de l'audiovisuel. Mais oui, tout ça, en fait, tu vois, tout ça était super technique. Oui. Et donc, je n'avais absolument aucun contact avec le milieu de la création, ni quoi que ce soit. Et c'était à la fois technique et très entreprise. Tu vois, on prenait une salle comme celle-là, on installait des vidéoprojecteurs, et voilà, et c'est tout ce qu'on faisait. Ok. Et voilà, et donc cette boîte, je l'ai faite grossir par croissance interne et externe. Et on était, en 1999, on était 180 personnes. On avait une dizaine d'agences partout en France. Et on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Impressionnant. Voilà. Et c'est là que un de mes principaux concurrents, qui était coté en bourse, est venu me proposer de me racheter. Ok. Et donc pendant ces années-là, pour revenir sur le cinéma, est-ce que tu continues d'être un passionné, un cinéphile, ou tu t'observais d'un œil l'industrie? Ou tu étais vraiment focus ces années-là sur ton Non, entreprise? j'étais vraiment focus sur mon entreprise parce qu'il fallait que je la fasse grandir. Je continue à aller beaucoup au cinéma. D'accord. Quand je dis beaucoup, c'était 2-3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Oui, j'ai toujours été beaucoup au cinéma. Ah oui. Ah donc c'était vraiment parce que 3 fois par semaine, c'est presque comme des Bah, grands réalisateurs. T'étais un ouais. vrai passionné. Oui, un vrai Ok, c'est passionné. fou. Ouais. Et donc du coup, tu as accepté l'offre de rachat de ton concurrent? J'ai accepté l'offre de rachat de mon concurrent. Ce que j'ai moins accepté, c'est d'avoir un président, puisque D'accord. j'en avais jamais eu. Ouais. Et donc il s'est passé deux choses en fait. D'abord, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable parce qu'on était tout début 2000. Donc ça, c'est une époque que les plus jeunes n'ont pas connue. Mais en 2000, il y a eu la folie du développement d'Internet en fait. Et donc, c'était une période incroyable avec une énergie de dingue où tout le monde voulait monter sa start-up et où dès que tu parlais d'Internet, immédiatement la valeur de ta boîte grimpait. Un peu comme aujourd'hui avec l'IA ou Encore plus. encore plus, d'accord. Encore plus. Encore plus qu'aujourd'hui avec l'IA, encore plus qu'il y a quelques années avec le métaverse et le Web3. Et donc vraiment, c'était une époque incroyable. Et il se trouve que la boîte qui m'avait racheté était cotée en bourse. Et moi, dans ma propre entreprise, donc celle que j'étais en train de vendre, on avait un petit département de streaming. Ok. Et à l'aube des années 2000, avoir un petit département de streaming, c'était vraiment assez révolutionnaire. Ça s'appelait comme ça à l'époque déjà? Ça s'appelait comme ça, oui. Ok, d'accord. Et en fait, il n'y avait pas d'application réellement, tu Oui. vois. Et donc, il y avait des petits spots vidéo. À l'époque, on bossait avec quelqu'un qui avait retransmis des épisodes du Loft
en direct sur le site, je ne sais plus si c'était M6 ou... Voilà. Mais ça existait assez peu, il y avait besoin de gros moyens. Et nous, en fait, on savait faire ça. Ok. Je n'y croyais pas du tout. Et donc, dans ma grande vista, j'avais décidé de fermer ce département. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Et donc, du coup, en fait, ce qui fait que mon principal concurrent a voulu me racheter, c'était qu'on avait ce département-là. Lui, il était coté en bourse. Il a vite compris que c'était ça qui pouvait faire grimper le cours de bourse. Et là, il y a eu 3 mois absolument incroyables où le cours de bourse a été multiplié par 4 en 3 mois. Et donc, tous les jours, le teneur de marché des titres m'appelait et me disait, alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau à annoncer aujourd'hui? Et de fait, donc le cours a explosé et moi, je suis devenu fou. Ok. Dans quel C'est-à-dire sens? que, dans quel sens? C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler et j'ai passé mon temps sur Boursorama à regarder ce que les gens pensaient de mes déclarations du jour et de la veille. Et donc, du coup, j'annonçais quelque chose, j'allais voir sur Boursorama les commentaires. J'étais très excité à l'idée de voir comment les gens interprétaient ce que j'avais dit. Parfois, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit. Et je me disais, c'est dingue. Et tout ça a eu un point d'orgue en mars 2000, parce qu'en mars 2000, donc c'était vraiment le pic de la bulle Internet. Et nous, on a fait notre première assemblée générale totalement en streaming. Ok. Et là, le cours de bourse a explosé. Et donc, à l'époque, les enfants étaient petits. Je rentrais à la maison, je leur lisais une histoire, puis je retournais sur Boursorama. Et un soir, après avoir tout fermé, je vais me coucher. Et il y a ma femme qui est en train de lire au lit. Et je lui dis, tu sais combien on a gagné aujourd'hui? Elle me dit, je m'en fous totalement. Je dis, non mais dis un chiffre. Elle me dit, mais arrête, mais je m'en fous. J'ai dit, dis un chiffre. Et là, elle me dit, écoute, tu es en train de déconner complètement. Tout ça, c'est de l'argent virtuel. Rien de tout ça m'intéresse. Et donc, si ça continue comme ça, moi, je vais me tirer. Alors, ça m'a fait un peu une douche froide. Et elle m'a dit, écoute, il y a quelque chose que tu vas faire. Tu vas essayer de ne plus aller sur Boursorama plus d'une fois par demi-heure. C'est fou. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais totalement drogué et que je ne foutais plus rien dans ma boîte, en fait. Et je ne foutais plus rien dans ma boîte, ça ne se voyait pas, parce qu'une boîte dans laquelle il y a 200 salariés, si le patron ne fout plus rien, pendant quelques mois, ça ne se voit pas, en tout cas. Ouais. Le reste La tourne. machine, elle tourne. La machine tourne. Et donc voilà. Et donc je me suis désintoxiqué. Et donc ça, c'est la première chose qui s'est passée. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que je ne me suis pas entendu avec celui qui était devenu mon président D'accord. et ses actionnaires. Et je me suis tiré. Ok. Et ça m'a sauvé. C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2000. En 2000, d'accord. Et ça m'a sauvé, parce que donc, je suis parti en septembre 2000. Et sans qu'il y ait de lien, donc j'ai vendu mes actions et je suis parti. Et donc tout au long de l'année 2000, donc j'ai vendu mes actions et finalement je suis parti en septembre 2000. Et fin 2000, le cours de bourse a été divisé par 200. Il y a eu la bulle Internet. Par 200. C'est fou. J'aurais été ruiné. Voilà. Et donc voilà, ça c'était une sacrée expérience. Et à l'époque aussi, début 2000, mon frère vient me voir. Et donc on fait beaucoup de choses avec mon frère ensemble. Et mon frère vient me voir et il me dit, il se passe des trucs sur Internet. Je dis, ouais, merci, j'ai vu. Et il me dit, non, mais il faut qu'on fasse des trucs là. Ça bouge beaucoup, il faut qu'on fasse des trucs. Lui-même venait de vendre sa boîte. Et je lui dis, mais ouais, mais écoute, toi, tu es polytechnicien, tu comprends quelque chose? Il me dit, non, rien. Et il me dit, mais toi, tu es centralien, tu comprends des trucs? Je lui dis, non, je comprends rien à tout ce qui est techniquement. Et il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il revient le lendemain, il me dit, j'ai une idée. Nous, ce qu'on sait faire, c'est créer et développer des boîtes. Donc on va aller voir des gens qui ont des super idées à développer, qui sont des techniciens et qui vont développer des super produits. Et autour d'eux, on va créer des boîtes. Et donc on a monté un incubateur de start-up. Il y en a quelques-uns à l'époque qui ont commencé à fleurir. Et donc on a monté Kangaroo Village. Et voilà, Kangaroo Village, donc c'était un incubateur de start-up. Le modèle était très simple. On investissait, enfin on levait de l'argent pour des boîtes. On les prenait dans nos locaux. On faisait tout ce qui n'était pas développement technique, mais on faisait le commercial, on faisait tout ça. Et en échange de quoi, on prenait 40% de la boîte. C'était ça le deal.
Et on avait levé beaucoup d'argent pour faire ça, parce que l'argent coulait à flot. D'accord. Ensuite, le marché d'Internet s'est complètement retourné. Donc, comme on disait il y a un instant, la bulle a explosé en 2 temps. D'abord fin 2000, puis en 2001. C'est devenu très dur de lever de l'argent. Donc, ça a été vraiment une grosse crise. Nous-mêmes, on a dû remettre de l'argent. C'était assez douloureux. Et finalement, 2 ans plus tard, on a revendu notre incubateur de start-up à la Société Générale. Ok. Voilà. Et du coup, moi, pendant 1 an, lui, mon frère a fait le service après-vente à la Société Générale et puis il a continué d'autres aventures entrepreneuriales. Et moi, pendant 1 an, j'ai commencé à faire des missions de conseil. D'accord. Voilà. Et voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, je suis totalement bête en fait. De pas aller dans le cinéma. Bah oui, c'est ce que je voulais faire. J'ai coché toutes les cases qu'on m'a demandé de cocher. Voilà, j'ai fait des grandes études. Je suis même prof dans une grande école de commerce. J'ai vendu toutes mes participations. Qu'est-ce que je fous? Alors d'autant que avec mon frère, un peu avant, on avait créé à l'ESSEC la filière entrepreneuriat. Ouais. Donc avec l'incubateur de l'ESSEC et ESSEC Venture. Et donc voilà. Et donc je me disais, mais c'est absurde. Bien sûr qu'il faut rentrer dans le cinéma. Et donc, du coup, comment t'es rentré dans le cinéma? Est-ce que c'était par la prod directement? Est-ce que ça a été avec la Sofica? Comment tu t'es dit, je veux rentrer? Et quel était le chemin, la stratégie que tu as mis en place pour y rentrer? Alors, d'abord, j'étais déjà assez vieux. Parce qu'à l'époque, j'avais 42 ans. C'est dur de rentrer dans un milieu aussi fermé que le cinéma à 42 ans. C'est pas facile. Donc, j'ai commencé par appeler des gens, parce que j'avais toujours mon modèle. Et donc, je voulais devenir producteur. Et donc, j'ai commencé à vouloir appeler des producteurs en leur disant, bah, je vais venir travailler gratuitement pour vous. Et puis, comme ça, je vais apprendre un peu le métier. J'ai eu quasiment aucune réponse. Bon, et tous ceux qui essayent de rentrer dans ce secteur aussi savent bien de quoi je veux parler. Donc, zéro réponse. À un moment donné, il y a quand même quelques producteurs qui m'ont répondu. Alors, il y en a 2, 3, mais pas plus, hein, qui m'ont dit, écoute, tu as l'air d'avoir la tête bien faite. On n'a pas très envie que tu rentres dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour plonger pour tout le monde. Bon, bah, au moins c'était clair. Et il y en a quelques autres, pareil, 2, 3, qui m'ont dit, écoute, t'es un type génial, ton parcours, il est incroyable. J'ai tellement envie que tu travailles avec moi. Ce serait génial si tu pouvais venir vraiment. Bon, alors, attends, avant, là, on est sur un film et bon, le film, il est totalement financé, hein. Donc voilà, on n'a besoin de rien. Mais peut-être pour que tu apprennes un peu l'économie des films, on peut te réserver un petit strapontin. Si tu mets 200 000 €, on peut te réserver un petit strapontin. Et donc j'ai compris que les quelques-uns qui s'intéressaient à moi, en fait, c'est pas à moi qui s'intéressaient, Ouais. c'était à mon argent. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait un pacte avec ma femme. Donc ma femme, elle a eu un rôle incroyable dans tout mon parcours professionnel. C'est sûr que je n'aurais rien fait de tout ce que j'ai fait si elle n'avait pas été là. C'est encore le cas aujourd'hui. Et donc je lui ai dit, écoute, on va faire un pacte et je vais te demander de m'aider à tenir ce pacte. Je me laisse 2 ans pour réussir dans ce secteur. Et si dans 2 ans, donc là, j'accepte pendant 2 ans de ne pas gagner d'argent. Si dans 2 ans, j'arrive pas à ce que ce soit autosuffisant, ce ne sera pas ma danseuse. Ça, je veux pas que ce soit ma danseuse. Okay. Voilà. Et donc, je me suis dit, j'y vais, je vais essayer pendant 2 ans de rentrer. Les producteurs ne veulent pas me recevoir, donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait 2 choses. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ce que j'entends et ce que je lis, donc je me suis mis déjà à lire le film français toutes les semaines. Okay. Et je me suis dit, la finance de ce secteur a l'air un peu obsolète. Donc il y a peut-être des choses à faire, puisqu'en plus je suis bon en finance, il y a peut-être des choses à faire là-dedans. Il y avait des boîtes à l'époque qui cherchaient à lever des fonds, donc je me suis dit peut-être que je peux les aider. Et puis ensuite je me suis dit que les gens courent tellement après l'argent que si j'arrive à ouvrir genre une boutique dans la rue en mettant un panneau en disant « ici on a de l'argent pour des films », peut-être que du coup ça va inverser l'ordre des choses. Déjà à l'époque, il y avait les Sofica qui existaient. Donc les Sofica, c'est des fonds d'investissement destinés à monsieur et madame Michu qui peuvent défiscaliser 48% de leur investissement directement de leur impôt, le déduire directement de leur impôt sur le revenu. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de monter une Sofica. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, c'est un business de réseau, je n'en ai aucun. Et donc, je vais monter une chaire média et digitale à l'ESSEC.
Parce que tous les gens que je contacte pour leur demander un conseil, un job, le fait de travailler ensemble, etc., tout le monde me dit non quand ils me reçoivent. Dans la quasi-totalité des cas, ils ne me reçoivent pas. Par contre, si je les contacte et je leur dis « Est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir devant des élèves ?» Là, en général, les gens, ils te disent oui. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai monté cette chaire média et digital. Donc, j'ai été chercher des sponsors, parce qu'il faut des sponsors pour créer une chaire à l'ESSEC. Et donc, j'ai créé, il y a un peu plus de 20 ans, la chaire média et digital de l'ESSEC, qui maintenant s'est rebootée avec de nouveaux... je suis toujours le président d'honneur, mais il y a de nouveaux exécutifs. Elle s'appelle maintenant la chaire Industrie culturelle, Arts et technologies créatives, pour se mettre au bout du jour. Ça fait quelques années, enfin, ça fait pas longtemps qu'ils ont changé de nom. Parce que moi, L'an dernier. L'an dernier, c'est ça. Parce que Ouais. de 5 ans, j'avais fait les applications pour les SEC, il y avait déjà. Il y avait la chaire média média digitale. Absolument, exactement. Et donc là, c'est pour sa 20e année, en fait. On a fêté l'anniversaire des 20 ans en la rebrandant. Ok. Voilà. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, avec lesquels j'ai fini par devenir associé sur certaines boîtes un peu plus tard. Voilà. Et donc, voilà en fait comment j'ai fini par rentrer dans ce secteur-là, à la fois par des fonds d'investissement. À la minute où j'ai monté la Sofica, le téléphone a commencé à sonner, et c'est plus moi qui appelais. D'accord. Et donc les gens voulaient me rencontrer, et je me suis fait un réseau comme ça. Ensuite, monter une Sofica, c'est très difficile, donc on pourra en parler si ça t'intéresse. Ouais. Et la chaire média de l'ESSEC qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens, et qui a été une expérience extrêmement gratifiante, parce que cette chaire, aujourd'hui, elle a plus de 400 alumni, qui sont, pour la plupart, travaillant dans le secteur. Alors le secteur, pas du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi de la musique, de la presse, de l'édition, etc., du digital, beaucoup. Et voilà, et eux-mêmes sont des vecteurs de développement du réseau. Et donc c'est ça que je voulais créer. Et alors, donc on va en parler des deux sujets. Sur la Sofica, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Donc là, tu me dis le système d'investissement, mais concrètement, sur la chaîne de fabrication d'un film, Ouais. où intervient la Sofica? Quel est ton apport dans les films? Voilà, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Voilà. Alors, donc déjà, les Sofica, c'est un marché fermé. C'est-à-dire que chaque année, la Direction générale des impôts autorise, aujourd'hui 73 millions, à l'époque quand j'ai commencé c'était 53 millions, autorise 73 millions de collectes par 10 à 12 Sofica, ou 13 Sofica, qui vont donc aller collecter cet argent auprès du grand public, qui va pouvoir défiscaliser cet argent. Et donc c'est une enveloppe fermée, c'est-à-dire que chaque fois qu'une nouvelle Sofica arrive, ben, elle mange sur la part qu'avaient les autres jusqu'à maintenant, sauf s'il y a une Sofica qui sort, mais ça arrive assez rarement. Et du coup, comment ça marche? Au mois de juin, tous les candidats Sofica déposent un mémorandum expliquant ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'elles ont l'intention de faire pour le cinéma, et notamment pour le cinéma indépendant français, puisque les Sofica investissent essentiellement dans des films et des séries françaises, en langue française, produits par des Français. Et pendant tout l'été, la Direction générale des impôts, avec le Centre national du cinéma, examine tous les dossiers. Fin août, elle délivre les autorisations d'agrément, la somme de tous les agréments faisant 73 millions. D'accord. Puis, toutes les Sofica vont collecter l'argent, soit directement, soit auprès de CGP, de conseillers en gestion de patrimoine, auprès de banques, auprès de réseaux d'assurance, etc. La date limite étant le 31 décembre. Le 31 décembre, chaque Sofica doit avoir collecté exactement le montant qui lui a été donné. D'accord. À l'euro près. Ok. Sachant que les souscriptions sont défiscalisées jusqu'à 18 000 euros. Donc il n'y a pas de souscription supérieure à 18 000 euros. Et la moyenne des souscriptions, c'est 7 000 à 8 000 euros. À partir de là, dès le mois de janvier, les Sofica ont 1 an pour investir l'argent qu'elles ont collecté. D'accord. Au bout d'1 an, elles doivent avoir investi l'intégralité à l'euro près de l'argent qu'elles ont collecté. Okay. S'ensuit à ce moment-là 4 ou 5 années de remontée de recettes. Et au bout de 6 ans, les Sofica revendent leurs droits, elles deviennent des cashbox, elles se liquident et elles rendent l'argent aux souscripteurs. Donc voilà le calendrier de la vie d'une Sofica. Donc c'est-à-dire qu'elle a une mort, on va dire, annoncée à 6 ans. Et à 6 ans. Il faut renouveler.
Absolument. Elle a tu n'as pas le droit de réinvestir. Ok. Ton année d'investissement, c'est la première année. D'accord. L'argent qui remonte à partir de la fin de la première année, parce que les films sortent en salle, Oui, c'est ça. tu n'as pas le droit de le réinvestir. Ok. Tu dois le garder. À chaque fois, c'est une année d'investissement one shot. C'est pas du tout des fonds evergreen. Mais donc, toi, donc, tu as Sofica. Chaque année, Chaque tu année, recommences je le crée une process. nouvelle Tu société. crées une nouvelle Là, à société. la minute où on se parle, Ouais. je suis en train de lever Cinémage 21. Donc la Ok. Sofica s'appelle Cinémage et je collecte sa 21e édition, qui n'est donc Pour ça, pas c'est un encore chiffre. créée. D'accord, j'ai compris. Et donc du coup, voilà. Et donc, fin décembre, je pense même bien avant cette année, on aura collecté le montant qui nous a été attribué. Et donc, on va commencer à investir Cinémage 21 l'année qui vient. Et les particuliers, c'est vraiment des gens lambda ou par exemple, vous pouvez avoir 50 ou 100 gros investisseurs qui généralement vont retourner voir? Tu ne peux pas avoir de gros investisseurs D'accord. parce que tu n'as plus de défiscalisation au-delà de 18 000 euros. Ok, j'ai compris. Donc en fait, les gens vraiment très riches, ça ne les intéresse pas de défiscaliser 18 000 euros, ils ne sont pas à ça près. Donc en fait, on a plutôt des gens qui sont relativement aisés, mais relativement, parce que vraiment les Sofica s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire que les Sofica s'adressent à tous ceux qui payent des impôts. Ouais. Donc bon, il y a plus d'un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts, mais dès que tu payes des impôts, d'impôt sur le revenu, j'entends. Bien sûr. Dès que tu payes l'impôt sur le revenu, dès le premier euro d'impôt sur le revenu, tu peux défiscaliser avec des Sofica. Et comment c'est quoi la communication, le marketing pour aller les trouver, ces personnes? On passe par des réseaux d'intermédiaires, D'accord. CGP, banque, Ok. assurance, etc. Et sinon, là, c'est notre 21e édition qu'on lève, donc il y a beaucoup de gens qui nous connaissent en direct, etc. C'est plus simple. Ok, super. Donc voilà. Et du coup, donc la première année a été assez difficile. D'abord parce que le Centre national du cinéma, à juste titre, te teste. Il te donne une toute petite enveloppe. Avec une toute petite enveloppe, c'est très dur de gagner ta vie. Parce que tu gagnes ta vie en prenant des frais de gestion sur la gestion de la Sofica. Mais si tu as une petite enveloppe, tu pèses très très peu, en fait. Bien sûr. Et vis-à-vis des producteurs, et même dans la négociation sur les films. Parce que, alors je vais revenir ensuite, je n'ai pas complètement répondu à ta question sur comment on investit sur les films, mais donc voilà, donc la première année ça a été extrêmement difficile, et puis ensuite, si tu fonctionnes bien, la plupart des Sofica augmentent en enveloppe si tu veux. Alors tu vas me dire comment on fait pour augmenter en enveloppe quand on est à somme fixe. Alors moi je suis président depuis un peu plus de 10 ans de l'association des Sofica. D'accord. Et donc j'ai pas mal œuvré avec le Centre national du cinéma et les pouvoirs publics, auprès des parlementaires, pour faire évoluer le dispositif. Et c'est pour ça que l'enveloppe, elle est aujourd'hui de 73 millions. D'accord. Donc ça a permis aussi aux primo-entrants de se déployer un peu. Et puis, il y a des primo-entrants qui ne sont pas arrivés à collecter leur enveloppe, et donc qui ont disparu, et donc, de nouveaux sont encore arrivés derrière. Voilà. Okay. Et donc aujourd'hui, la Sofica que je gère, elle s'appelle Cinémage. Et sur les 73 millions, elle a une autorisation de collecte comprise entre 11 millions et 12 millions chaque année. Voilà, donc c'est une Sofica importante. Grosse Sofica. Voilà. Et donc, alors ensuite, comment ça se passe? Donc là, en janvier prochain, par exemple, on va se retrouver avec de l'argent à investir. Comment ça se passe? Les producteurs et les distributeurs nous envoient des films. D'accord. Et ces films, on les passe en comité et on décide en comité si on a envie d'investir dessus ou pas. On doit investir avant le premier jour de tournage. Ok, donc le film n'est pas encore fabriqué. Le film n'est pas encore fabriqué, il est juste écrit. Donc on doit investir avant le premier jour de tournage pour les investissements en production et avant la fin du tournage pour les investissements en distribution. En tout état de cause, quand les films nous parviennent, c'est en général entre 1 mois et 3 mois avant le début du tournage. D'accord. Et donc, on connaît déjà à peu près tout, en vrai. On connaît le scénario, on a le dossier technique, artistique, on sait qui va le réaliser, on sait le casting, et surtout, on sait qui va le distribuer et qui va le vendre à l'international. Et ça change beaucoup de choses. Et donc, une fois qu'on a tout ce package, on va aller évaluer les éléments qu'on a reçus, donc à la fois le scénario, mais tout ce qui va avec, du point de vue technique et artistique et du point de vue commercial. Et donc, on a un comité d'investissement qui se réunit, par exemple chez Cinémage, c'est toutes les 5 semaines, dans lequel on va étudier un certain nombre de projets et on va décider si Cinémage a envie d'investir sur le projet ou pas. Okay. Une fois qu'on a validé que Cinémage avait envie d'investir sur le projet, se pose la question de savoir combien on va investir et en échange de quoi. Ouais. Et donc, du coup,
on définit l'économie potentielle du film en se disant quels sont en scénario bas, moyen, haut, quelles vont être les recettes sur la salle, en vidéo à la demande, à l'international, à la télévision, sur tous les supports, quelles vont être les recettes potentielles. En échange de quoi? On se dit combien on peut investir en échange de quel pourcentage de ces recettes pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Et on rentre dans une négociation à ce moment-là avec le producteur ou le distributeur pour investir véritablement de l'argent. Okay. Sachant que sur un film, il peut y avoir plusieurs Sofica qui investissent. Ouais. Voilà. Donc voilà, et ça c'est ce qu'on fait pendant toute la première année de vie des Sofica. Et vous êtes rémunéré, enfin vous êtes du coup, les recettes arrivent à quel moment de la chaîne? Vous êtes en dernier, en premier quand alors, en fait, les Sofica sont souvent en premier. D'accord. Et elles sont souvent plafonnées, parce que comme ce sont des produits qui bénéficient d'une défiscalisation, les conditions d'investissement doivent être bienveillantes vis-à-vis des producteurs et des distributeurs. Donc en fait, on arrive souvent en premier dans les recettes. En revanche, si le film est un jackpot, on ne tirera pas l'entièreté de ce jackpot. Voilà. Ok. Avant de passer sur tes autres aventures, on va rester juste sur les films du coup, que vous avez financés. Là, dans ton bureau, je vois énormément de films qui sont les plus gros succès du cinéma français. Je vois par exemple Intouchable, Hors Norme, donc les Tona Cash, mais aussi des films qui ont été primés. Palme d'Or, Anatomie d'une chute. Est-ce que tu peux me raconter 2-3 anecdotes de scénarios comme ça qui passent dans ton bureau et tu les lis pour la première fois? Soit tu investis en te disant je sais que ça va être un énorme succès, soit parfois tu as investi sans ayant imaginé le succès que ça allait aller. Voilà. Alors, oui, il y a pas mal d'exemples comme ça. Alors déjà, nous, notre Sofica, elle a un tropisme de premier, deuxième film qui vont en festival de catégorie A. D'accord. C'est-à-dire Cannes, Venise, Berlin, Toronto, Locarno, voilà, pour l'essentiel. Et donc du coup, les films que l'on reçoit, on les évalue avec ce prisme-là. Et on a décidé d'aller vers ces films-là, d'abord parce qu'on s'est engagé à financer principalement des premiers et deuxièmes films. Ça, c'est partie de notre charte depuis le début. Et ensuite, parce que sur des premiers, deuxièmes films et des plus petits films, quand ils sont exposés en festival de catégorie A, ça leur donne un potentiel à l'international qui permet de générer des recettes à l'international, alors que par ailleurs en salle, le potentiel n'est pas forcément élevé. Donc ça, c'est notre choix éditorial et économique. D'accord. Donc, quand on reçoit des films, c'est souvent à l'aune de ce prisme-là qu'on les évalue. Ok. Donc, quand tu dis à l'aune, c'est qu'ils sont susceptibles d'aller parce que le réalisateur, c'est quelqu'un qui a déjà été primé, parce que… Voilà. Parce qu'il a déjà été primé, ou parce que ces courts-métrages nous semblent parce qu'on en parle dans le petit landerneau du cinéma d'auteur, il s'est déjà fait remarquer, ou elle s'est déjà fait remarquer. Voilà. Tu parlais d'Anatomie d'une chute, c'est le 4e film de Justine Triet. On a financé ces 4 films. Le premier, La bataille de Solferino, on ne se bousculait pas au portillon pour le financer. Ouais, voilà. Mais nous, on pensait qu'il y avait une bonne chance que cette réalisatrice perce en tant qu'autrice réalisatrice de films qui vont en festival de catégorie A. Okay. Voilà. Et alors ensuite, pour répondre à tes questions, tu as des fois des évidences, des fois des non-évidences. Et la complexité, c'est qu'autour de la table, on a donc un comité d'investissement qui est composé de vendeurs, distributeurs, producteurs. Donc on a des profils très variés autour de la table. Et chacun donne son avis et on décide collectivement. Et donc, il arrive fréquemment que j'arrive au comité avec mon idée de ce sur quoi on va investir et je sors du comité avec une idée différente parce que je me suis laissé influencer. Je te donne un exemple. On a investi, par exemple, sur un film qui s'appelle Des hommes et des dieux. Bien sûr. Des hommes et des dieux. Vous avez déjà donné Des hommes et dieux de Xavier Beauvois. Xavier Beauvois, je me trompe de Xavier. Et voilà. Et donc, Des hommes et des dieux, le scénario est très, très aride. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est des moines qui sont, tu vois, les moines qui étaient en Algérie. Et donc, c'est assez contemplatif. Donc, sur le scénario, tu vois pas grand-chose. Ça commence, ils sont de dos et ils chantent.
Voilà, l'action est pas énorme, et vraiment le scénario est aride à lire. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis arrivé en comité en me disant qu'évidemment, on n'allait jamais financer ce film-là. Et en écoutant les membres de mon comité, j'ai compris que je n'avais rien compris. Et qu'en fait, tous les ingrédients étaient là pour que, avec ce réalisateur, avec le cast et avec une thématique qui allait aller beaucoup plus loin que la simple histoire basique de ce qui arrive dans ce monastère, le film allait beaucoup plus loin parce qu'il allait parler de la foi, et donc il n'allait pas simplement parler aux catholiques convaincus, mais il allait parler à tous ceux qui ont une foi dans leur religion. Ouais. Voilà. Et donc ce film, derrière, il a cartonné. Au César. Ouais. Et là, je dois avouer que donc j'y ai été en faisant confiance à mon comité. Je n'ai pas vu le film avant qu'il soit sélectionné à Cannes. Il a été sélectionné à Cannes. C'était une année à Cannes où je travaillais énormément. Et très honnêtement, je me suis endormi à la projection. Mais je me suis endormi genre à la 5e minute. Et donc, je n'ai pas vu le film. Ok. Et quand je me suis réveillé, globalement, c'était la dernière scène, quoi. Ouais. Parce que ma voisine avec qui j'avais été m'a fait comme ça avec le coude. Et je me suis réveillé. Et là, la lumière se rallume. Et je vois les gens autour de moi qui se lèvent, qui applaudissent à tout rompre et qui pleurent. Mais quand je te dis qu'ils pleurent, c'est des fontaines. Et je ressors de là, tout le monde crie au génie, tout le monde dit « Waouh, Palme d'Or, Palme d'Or, Palme d'Or ». On me demande mon avis, donc je dis « Ah ouais, c'était formidable », mais je ne l'ai pas vu en fait. Et donc voilà, et c'est ensuite en rentrant à Paris, du coup, il y a la première projection qui s'est organisée, j'ai été le voir, et voilà, et je me suis dit « Bah ouais, en fait, il y a des moments, il faut faire confiance à des équipes, quoi ». Bon, en plus, le film était produit par l'un des tout premiers producteurs en France, qui s'appelle Why Not, et donc à un moment donné, quand tu as une très bonne équipe, Ouais. Faut y aller. Voilà. Donc ça, c'est un exemple dans un sens. Il y a un autre exemple où on nous a amené un film qui s'appelle L'Arnaqueur. Je ne sais pas si tu l'as vu. Romain Duris, Vanessa Paradis. Voilà. L'Arnaqueur, mon comité n'y croyait pas plus que ça. Et d'ailleurs, personne n'y croyait. Il n'y avait pas de chaîne de télévision avant le tournage sur le film. Et moi, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose sur ce film-là. L'arnaqueur, avant le cast, Vanessa Paradis, Romain Duris ou le On avait déjà le cast. Vous avez déjà le cast. On avait déjà le cast, on avait déjà le scénario. Le réalisateur avait jamais rien fait, c'était un réalisateur de pub. Ouais, de pub. Voilà, et donc il n'y avait pas une très grande confiance autour de ce projet. Voilà. Je me suis battu comme un chien pour le faire accepter. Et donc à un moment donné, j'étais tellement convaincu que, voilà, avec mon comité, on s'est dit bon allez Serge, tu vas faire ton petit caprice, investis dans ce film. Voilà. Et L'Arnaqueur, ça a été une aventure incroyable. Et à plusieurs titres, même pour moi, à titre personnel, plus tard. Et quand tu dis une aventure, du moment où vous investissez, est-ce que Alors non, au moment où on investit, et là tu touches du doigt un des sujets fondamentaux pour moi, par rapport à mes rêves d'adolescent, c'est que dans la Sofica, j'ai le droit de dire j'investis, j'investis pas. J'ai le droit de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je n'ai pas le droit de dire j'investis si tu changes la fin. Ok. Donc, tu restes malgré tout assez loin. Alors, c'est formidable, hein, je passe mon temps, je lis 200 scénarios par an, c'est passionnant. Mais tu restes assez loin de la création elle-même, en fait. Ouais. Voilà. Donc, et donc ça, oui, c'est vrai que là, c'est une case que je ne coche pas par rapport à ce que je te racontais au début. Et peut-être une dernière anecdote, si tu as un autre film, une autre histoire de film. Une autre histoire de film qu'on pourrait raconter. Oui, alors, j'ai un souvenir marquant. Qui est quand on a financé toujours sur la Sofica les derniers films d'Alain Resnais. D'accord. Donc, moi je connaissais bien sûr son œuvre, mais je ne connaissais pas le monsieur, qui était donc un monsieur très âgé évidemment à la fin. Et en fait, sur les films d'Alain Resnais, j'ai voulu aller sur le tournage. Okay. Et donc, en arrivant sur le tournage d'un film d'Alain Resnais, c'est une expérience assez incroyable par rapport aux autres tournages. D'abord, quand tu arrives sur un tournage, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des producteurs, etc. Tu es en général, tu peux être bien reçu. Parfois,
tu es reçu comme pas un mal nécessaire, mais bon, c'est le financier qui arrive sur le plateau, quoi, et qui a envie de se faire plaisir en regardant ce que c'est la magie du cinéma. Tu es souvent un peu perçu comme ça. Là, tu arrives sur le tournage d'Alain Resnais, et c'est Alain Resnais qui vient te voir, et qui te salue, et qui te dit « Merci, ce film n'aurait pas pu avoir lieu sans vous ». Et déjà, je me dis « Waouh, ce gars-là qui vient et qui te dit ça, c'est quand même dingue ». Ensuite, il va s'installer derrière son combo, parce qu'il se déplace très difficilement, donc il bouge très peu. Il a un assistant, et tu vas voir la scène qui va être en train de tourner, mais tu te rends compte que l'intégralité du cast est là. Y compris quand le cast ne tourne pas, c'est pas son jour. Ouais. Donc j'ai été discuter un peu avec le cast après, et le cast dit, enfin les gens, les acteurs et les actrices que j'ai vus ont dit, ben non, je tourne pas aujourd'hui, mais j'observe Alain Resnais. Donc tu te dis, voilà, il n'y a pas un bruit sur le plateau, et Alain Resnais, en fait, il chuchote à l'oreille de son assistant, et tout se met en place, et tout se fait dans le plus grand calme, et tout ça a une atmosphère un peu surréaliste. Ça m'a fait l'effet d'être dans, tu sais, dans l'atelier de Rembrandt, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu as des tas d'apprentis qui apprennent du maître, et lui, il est là, et par petites touches, il distribue des choses très gentilles, très polies, très bienveillants. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un souvenir extraordinaire, pour le coup. Voilà. Sinon, dans des souvenirs de tournage aussi, tu as tous les films de Nakash Toledano. Nous, on investit dessus systématiquement parce que ces gars-là, en fait, ça se ressent d'ailleurs beaucoup dans leurs films. Ouais. C'est des importateurs d'angoisse et des exportateurs de désir. C'est-à-dire que ils sont sur des plateaux où il y a beaucoup de monde, sur des films assez chers, et en fait, tu ne vois jamais leur stress. Tout est calme. Tout est sympathique, tout est bienveillant. Ils doivent être très stressés, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, ils absorbent l'angoisse des autres. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et donc, voilà, c'est incroyable. Super. Et depuis Nos Jours Heureux, depuis avant même le premier Non, Nos Jours Heureux, on n'existait pas, Ok. mais depuis tellement proche. Depuis tellement proche. Ok. Génial. Bon, même si j'en ai encore beaucoup parlé de la Sofica, on va avancer sur les autres Ouais, sujets. Donc en 2009, tu crées People for Cinema, Ouais. qui est une boîte de crowdfunding. Comment tu commences du coup à ouvrir les chakras un peu les possibilités dans le monde du cinéma? Donc comment ça s'est fait cette Alors, aventure? j'avais vu ce qui se passait sur My Major Company, Ouais, bien sûr. et dans la musique. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré un des associés de My Major Company, avec qui je lui ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas pareil dans le monde du cinéma, en fait? Et donc, dans le monde du cinéma, la complexité, elle venait du fait que le modèle à l'époque qu'on avait retenu, c'était des modèles d'investisseurs. D'accord. C'est-à-dire, les internautes mettaient de l'argent sur des films, mais ils ne mettaient pas de l'argent en échange d'une casquette ou d'un t-shirt ou d'une visite de tournage. Ils mettaient de l'argent en échange d'un retour sur investissement. Or, l'économie du cinéma est beaucoup plus compliquée que l'économie de la musique. Parce que tu as des producteurs, tu as des distributeurs, tu as des cascades de recettes dans lesquelles il y a des gens qui commencent à toucher les premiers euros, puis il y a les autres, etc. Et il y a des films sur lesquels le film cartonne, mais le producteur touche zéro. Parce qu'il y a d'autres gens avant lui qui ont récupéré de l'argent qui avait été investi. Et donc, expliquer à des internautes que le film a cartonné et que tu touches zéro sans leur expliquer l'économie du cinéma, c'est extrêmement compliqué. Or, tu n'as pas le temps de leur expliquer l'économie du cinéma. Et les backlash sur Internet, bon, c'est encore plus vrai aujourd'hui, on parlera peut-être de la créateur économie, mais les backlash sur Internet, ça va très vite. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer un modèle économique spécifique qui finance la distribution des films. Ce qui me permettait d'être au tout premier euro de recettes et de dire, bah, tant d'entrées égale tant d'euros. Okay. Voilà. Et donc, on a financé comme ça une quarantaine de films, la distribution d'une quarantaine de films. J'ai arrêté People for Cinema, enfin on l'a cédé à Ulule. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce qu'on n'est jamais arrivé à lever plus de 1 million d'euros par an. D'accord. Alors 1 million par an, c'est très peu à l'échelle du cinéma, c'est énorme quand tu penses que le ticket des internautes c'était 20 euros.
Donc 1 million, ça fait beaucoup de fois 20 euros. Bien sûr. Donc c'était une logistique énorme. Et nous, notre modèle, c'était de prendre 10% de commission sur ce qu'on levait. Donc 100 000 euros par an. 100 000 euros par an, je ne fais pas vivre une entreprise. Ouais. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de céder cette activité à Ulule. Mais on a participé au lancement comme ça d'une quarantaine de films en se disant c'est intéressant de créer des communautés qui vont faire le buzz autour des films. C'était ça mon idée en fait. J'ai toujours été assez obsédé, ça c'était il y a 15 ans déjà, People for Cinema, j'ai toujours été obsédé à l'idée de créer des communautés sur les réseaux. Ok. Voilà. Super. 2011, on avance, donc j'ai lu aussi que tu avais acheté une agence de talent, pardon, Cinéa. Voilà, comment tu t'es retrouvé vers ça? Est-ce que tu étais à l'opérationnel? Est-ce que tu étais juste actionnaire? Alors, en fait, j'avais un objectif très précis en rachetant cette agence. C'est que, un peu avant, donc il y avait l'ISF en France, impôt de solidarité sur la fortune, et Sarkozy avait proposé de défiscaliser l'ISF. C'est-à-dire que si tu investissais ton argent dans des entreprises, tu pouvais ne pas payer d'ISF. Et donc moi, j'avais été voir de gros leveurs de fonds, et je leur avais dit, dans tous les fonds que vous levez de défiscalisation de l'ISF, donnez-moi en gestion une partie, et je vais l'investir dans des films, je vais l'investir dans des livres, je vais l'investir dans la culture. Et j'ai beaucoup financé la distribution de films. Et en fait, je me suis dit, en réalité, qu'est-ce qui fait qu'un film a un potentiel et peut se monter? C'est, d'une part, le talent, qui est à l'origine du film. Ouais. D'autre part, le distributeur qui, dans le cinéma, est le goulot d'étranglement. Si tu n'as pas de distributeur, tu n'as pas d'accès aux salles et donc ton film n'existe pas. Donc c'est le distributeur. Et troisièmement, c'est l'argent. Ouais. Parce qu'il faut compléter le financement manquant après les crédits d'impôt, les préventes, etc. Et les SOFICA, etc. Et donc, celui qui maîtrise la distribution, le talent et l'argent, en fait, il est en pole position pour packager des films. Ouais. En te disant ça, je n'invente rien, puisque le modèle des grosses agences aux États-Unis et des studios, des studios surtout, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux construire. Je connais très bien la distribution, puisque je la finance. L'argent, je sais enlever, je fais que ça. Ce qui me manque, c'est le talent. Donc, il faut que j'ai une agence de talent. Or, à ce moment-là, il y a cette agence qui s'appelle Cinéar, qui est en dépôt de bilan. Je la rachète 15 000 € au tribunal de commerce. Sauf que moi, je ne suis pas agent. Ouais. Et je n'ai pas les qualités requises pour être agent. Et du coup, alors, je n'ai pas les qualités requises parce que je pense que je ne sais pas être disponible à tout instant et être un peu, pas la nounou, mais vraiment presque de mes talents. Ouais. Et par ailleurs, je sais que il y a un petit risque chez moi de paillettes. Ouais. Et que si je suis trop immergé dans les paillettes, je risque de ne plus avoir le regard assez clair. Et donc, il ne faut pas que je fasse ça. En revanche, j'ai rencontré quelqu'un qui avait tout à fait les skills de faire ça, qui s'appelle Camille Trumer, et puis avec une copine, Karen Adler, on a décidé de racheter ensemble cette agence et de la développer. Et on l'a plutôt pas mal redéveloppée. Et donc je me suis dit, je vais monter ce que j'avais envie de faire. Et je me suis assez vite rendu compte que mon agence était trop petite pour pouvoir le faire. J'ai donc essayé d'aller chercher d'autres agences. À l'époque, l'agence qui avait la moitié du marché s'appelait Armedia. Ouais. Et donc, j'ai été proposé à Armedia de racheter Armedia. J'avais d'ailleurs préparé une levée de fonds exprès pour pouvoir racheter Armedia. Bon, finalement, après plein d'allers-retours, Armedia n'a pas été vendeur. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir acheté, puisque l'agence, finalement, les principaux agents sont partis et chacun a créé sa boîte. Et donc, finalement, ça ne s'est pas fait. Comme mon agence n'était pas assez grosse, je l'ai revendue. Okay. Et donc, je l'ai plutôt pas mal revendu. Et ensuite, elle a continué à vivre sa vie. Voilà. Depuis, une autre agence est devenue l'agence leader qui s'appelle Adéquate aujourd'hui sur le marché. Ouais. Et elle vient d'être achetée. Et du coup, je pense que les personnes qui l'ont rachetée, c'est-à-dire un investisseur privé et un entrepreneur, je pense qu'eux, ils vont pouvoir peut-être
commencé à aller dans la direction que j'imaginais. Parce qu'ils ont vraiment un bon socle et, à mon avis, ils ont les skills pour le faire. Qui est super intéressant. Et juste pour, quand tu dis on l'a remodulé un peu, c'était quoi un peu la strat? Vous êtes parti de quoi pour aller vers quoi? L'agence, L'agence, oui, ah de en talent. fait, on l'a développé, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des nouveaux talents. D'accord, ok. Donc on est allé à la chasse. D'accord. Et là, c'est un milieu très violent, hein, la Bien chasse. sûr. Tu as vu 10% la Oh, série. oh, oh, bien sûr. Ouais, alors pour le coup, c'est exactement ça. Ok. Voilà. C'est-à-dire que 10%, c'est exactement la réalité. Et donc, oui, on est allé à la chasse pour récupérer des talents. Ok, Et super. voilà. On va parler maintenant de l'année 2015, qui j'ai Ouais, l'impression été une grosse année pour toi. ouais, Déjà, on va parler de Fédération, ouais, Fédération Studio, ouais. qui est aujourd'hui un des plus gros studios de création de séries télé en France et même Ouais. en Europe. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé à cofonder en tant qu'associé Fédération? Fédération. Voilà, exactement. Alors, en fait, c'est très simple. Je parlais de la chaire média tout à l'heure. Et en fait, j'amenais mes élèves régulièrement voir Pascal Breton. Pascal Breton, il a une expérience dans le milieu de la télé qui est absolument incroyable, puisque c'est lui qui a créé Marathon, qu'il a fait beaucoup, beaucoup grossir par croissance interne et par croissance externe, et qu'il avait revendu à Zodiac, puis qui a été revendu à Banijé. Et en fait, pendant qu'il faisait son earn-out, c'est-à-dire son service après-vente, en Ouais, fait, post-vente, pendant plusieurs années, je lui ai amené mes élèves. ok. Et puis, un soir, après que mes élèves soient partis, il m'a dit, tu veux pas aller prendre un verre? Et donc, on est allé prendre un verre. Il m'a dit, écoute, on est en train de produire Versailles. Le monde des séries a totalement changé et va beaucoup changer dans les années à venir. Le modèle de Julie Lescaut va peut-être continuer, mais ça ne va pas être le modèle dominant. Le modèle dominant, c'est de faire des séries françaises qui s'exportent. Et donc, j'ai fini mon service après-vente, je vais créer une nouvelle boîte. Est-ce que tu veux bien m'aider à la monter? Et donc, du coup, je lui ai tout de suite dit oui. Et il me dit, bon, bah alors, quelles sont les modalités de collaboration? C'est-à-dire que si tu me fais une mission de conseil, voilà, pour m'aider à créer le business plan, aller chercher les premiers salariés, les premiers investisseurs, etc. Et j'ai dit, bah, en fait, je veux beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, je veux faire partie de l'aventure. Je veux pas être payé en argent, en euros, mais par contre, je vais être payé en actions. Je vais être associé de cette boîte. Et voilà, et c'est comme ça que on a créé en 2014 les prémices de Fédération, qui s'est vraiment lancé en 2015. Voilà, et donc c'est une société incroyable, puisqu'aujourd'hui on produit 70 programmes par an, qui sont des séries, des films, des documentaires. Voilà, on est 300 personnes, on est présent dans 8 pays. Et ta participation aujourd'hui, elle consiste en quoi dans Fédération en termes de films, pardon, de séries, pardon? Aujourd'hui, elle est extrêmement mineure, enfin D'accord. mineure. En tout cas, en temps, elle est devenue très mineure. Là où opérationnellement, je faisais beaucoup de choses au début, aujourd'hui, bah, je fais juste partie du comité stratégique sur tout ce qui se passe sur la croissance externe, les levées de fonds, la stratégie, mais j'ai plus de rôle opérationnel du tout Et aujourd'hui donc, chez Fédération. t'en as eu sur la prod, donc c'est la première grosse expérience que tu as eue de Pas production? Pas vraiment, vraiment. pas vraiment, parce que en fait, on a embauché des producteurs, D'accord. mais moi, je n'ai pas produit Ok. en tant que tel, parce que en fait, en rencontrant beaucoup de producteurs via la Sofica et en voyant les producteurs chez Fédération, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et que le métier de producteur n'est pas le métier que je me figurais. Et pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir si ça t'intéresse, mais je me suis rendu compte que c'était une chimère d'adolescent, mais que c'est pas la réalité de ce que je souhaitais pour moi. Bah, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi, pourquoi tu penses ça? Pourquoi je pense ça? Parce que il faut que je revienne Ouais, sur mon modèle, d'accord. c'est-à-dire la personne qui m'a donné envie de rentrer dans ce Ah, donc secteur-là. ça, je voulais te demander, c'était une personne le modèle, je croyais que Oui, c'était un concept, d'accord, ok. non, c'était une personne. Une personne. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée et qui est décédée avant que je naisse, ou en tout cas pas loin autour. Et donc cette personne, c'est David Selznick. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Non, parler de David Selznick, comme la plupart des gens, non. David Selznick, c'est le producteur d'Autant n'emporte le vent. d'accord. Donc, il y a un film qui est sorti en 1939, donc il y a très très longtemps. Et c'est aussi la personne qui a fait venir Alfred Hitchcock aux États-Unis et qui lui a donné son premier film. Je ne sais plus quel était son premier film, mais c'est peut-être celui-là, Rebecca. Ok. Et donc,
David Selznick, évidemment, je n'ai aucune raison de connaître David Selznick, si ce n'est que, voilà, j'avais trouvé, quand j'étais tout petit, j'avais été voir Autant n'emporte le vent, et j'avais trouvé ça incroyable, et ça m'avait emporté, etc. Et il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée de publier dans un livre toutes les notes de David Selznick, c'est-à-dire tous les mémos qu'il adressait à tout le monde autour de lui. C'est un peu comme si aujourd'hui, on prenait tous tes mails et on en faisait un livre, en fait. Et donc, j'ai lu mes mots de David Selznick, qui est donc un truc qui est sorti bien après qu'il soit mort, évidemment. Et là, je me suis dit, mais quel job incroyable d'être producteur. Parce que je me suis rendu compte que le producteur, en tout cas le producteur d'Autant n'emporte le vent, en réalité, c'est l'auteur d'Autant n'emporte le vent. Bien sûr, c'est adapté d'un livre. Bien sûr, il y a eu plein de scénaristes. Bien sûr, il y a eu 2 réalisateurs. Bien sûr, il y a eu un casting et tout ce que tu peux imaginer. Mais la réalité, l'homme orchestre d'Autant n'emporte le vent, c'est David Selznick. D'ailleurs, si tu vois la cérémonie de remise des Oscars en 1940, tous les gens qui défilent remercient David Selznick en montrant bien que ce film, c'est celui de David Selznick. Ça me fait penser un peu au producteur du documentaire The Kid Stays in the Picture. Oui, exactement. Qui a produit Love Story, Le Parrain. Mais bien sûr, Bob Evans. Exactement, Bob Evans. Exactement. Voilà, ce type de producteur. Ce type de producteur, qui envers et contre tout, va tout braver. Et voilà, Bob Evans, il se battait avec l'actionnaire financier de la Paramount, qui avait racheté Paramount, en fait, Gulf et Western. Et David Selznick, il se trouve que c'était le gendre de Louis B. Mayer. Ok. Donc de la Metro Goldwyn Mayer. Ouais. Et en fait, David Selznick, il avait besoin de Clark Gable. Et Clark Gable, il était sous contrat à la MGM. Et son beau-père a été odieux avec lui. Il lui a passé Clark Gable en échange de droits astronomiques. Et finalement, c'est le beau-père qui a récupéré Autant n'emporte le vent parce que David Selznick, il a fini ruiné. Oh, ok. Voilà. Alors qu'il a fait le plus grand film de tous les temps en termes de box-office. Et voilà. Et donc, ce mec-là m'a vraiment drivé. Je voulais être ce que j'avais lu dans les mémos, en fait. Ok. Voilà. Et en fait, le métier de producteur ici en France, tel que je le vois, c'est pas ça du tout, en fait. Tu es écartelé entre tes talents, les diffuseurs, l'argent, et finalement, en France, tu sais que l'auteur est celui qui a le dernier mot. Ouais. Et donc, les films de producteurs en France, ils sont assez rares en réalité. Et tout ça te prend 3 ans de ta vie sur un film. C'est long. C'est très long, oui. Passer 3 ans de ma vie sur un film qui, en fait, n'est pas vraiment le mien, en fait, c'est pas moi. Et qu'il y a une probabilité de sortir et de rester une semaine au cinéma. Et de disparaître. Ouais. Et donc, c'est pas ma temporalité, c'est pas mon état d'esprit, c'est pas la nature des risques que j'ai envie de prendre. Et donc, j'ai soigné cette frustration autrement. Mais, en tout état de cause, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Voilà. Okay. Et donc, par contre, travailler avec des producteurs, les encadrer, faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, ce que fait Fédération. Fédération, c'est une maison de producteurs, vraiment. C'est une maison de producteurs. Il y a 50 producteurs chez Fédération, plus même. Mais j'ai vu que tu avais aussi, du coup, co-créé avec Clovis Cornillac Fairplay. Là, c'est de la prod, Oui, alors ça, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire, je rencontre Clovis Cornillac, on sympathise beaucoup, il a envie de produire ses propres projets, et on a produit ensemble, on a coproduit ensemble avec Ciné Dominé son premier film. Okay. Voilà, et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et là encore, on n'a pas été producteur délégué au jour le jour. C'est-à-dire, c'est le vrai producteur Un peu beaucoup aveuglément. Ce premier film de Clovis Cornillac, le vrai producteur, c'est Ciné Dominé. C'est pas nous. Vous étiez en coprod. Ouais. Est-ce que quand tu as créé, donc du coup en 2017, Eco Studio, oui. On est aussi sur de la coproduction. J'ai vu que c'était un studio de production de fiction engagé sur les grands enjeux du monde. Oui. Typiquement, vous avez coproduit Un petit truc en plus, donc ce type de film. Oui. Là, encore une fois, est-ce que c'est dans comment ça s'est fait? J'ai rencontré Jean-François Camilleri, qui était à l'époque patron de Disney France Benelux, donc un poste énorme.
Et Jean-François Camilleri m'a suggéré de créer EcoStudio en me disant le jour où je quitterai Disney, je te rejoins. Ok. Et c'est lui qui voulait faire, il avait créé le label Disney Nature chez Disney, et c'est lui qui m'a dit, il faut faire des films qui inspirent le changement sur des grands enjeux sociétaux, environnementaux. Je pense qu'il savait déjà qu'il n'allait pas finir sa carrière chez Disney. Parce que Disney Plus était en marche. Ouais. Et à l'époque, Disney France, Benelux et même Afrique francophone étaient très indépendants de Disney US. Il avait toute l'attitude pour lancer les films, pour faire un peu ce qu'il voulait, et il dirigeait tout Disney sauf le parc. Ok. Donc il avait un pouvoir énorme en fait. Quand Disney Plus est arrivé dans les cartons, il s'est rendu compte que Disney Plus allait être piloté de façon transversale mondiale directement depuis les États-Unis. Et que le pouvoir des pays locaux allait considérablement diminuer. Et donc du coup, il est resté chez Disney, mais quand Disney Plus a vraiment commencé à devenir un projet solide, en plus, comme il avait en charge les Pays-Bas aussi, et que Disney Plus a démarré aux Pays-Bas, Ouais. il savait exactement ce qu'allait être Disney Plus. Et donc, on a commencé à créer la boîte, et puis il nous a rejoints. Évidemment, il a pris la présidence. Au passage, Jean-François Camilleri, je l'ai rencontré parce que je lui ai amené mes élèves de la chaire média. D'accord. Donc c'est encore une On fois voit la le force réseau. de, Voilà. de ce réseau. Et voilà. Et donc, on a levé de l'argent, on a fait une quinzaine de films, un peu plus. Objectivement, on n'y est pas arrivé. D'accord. Notre modèle économique, c'était d'aller chercher du mécénat en grosse quantité pour aller faire des films qui pouvaient avoir un score un peu moins élevé au box-office, mais quand même avoir une rationalité économique grâce à ce mécénat, et faire en sorte qu'on puisse lancer des campagnes d'impact avec l'argent qu'on a levé. Nos modèles, c'était Yann Arthus Bertrand, qui avait énormément de mécénat, et Jacques Perrin, qui est notre maître à tous, qui lui levait énormément de mécénat. On n'est pas arrivé à faire comme eux. Ok. On n'y est pas arrivé. Par ailleurs, on avait beaucoup envie de faire des documentaires. Avec le Covid, le documentaire au cinéma s'est effondré. Le documentaire au cinéma, il n'y a plus de marché en fait. D'accord. Mais sur les plateformes, si vous le vendez sur les plateformes. Ouais, mais c'est très difficile parce que pour vendre des documentaires sur des plateformes, c'est-à-dire faire des documentaires à la Netflix, c'est une autre grammaire de Ouais, documentaire. c'est vrai. C'est vraiment, c'est des thrillers, c'est des thrillers ou des comédies romantiques, les documentaires sur Netflix. Ouais. Donc là, vraiment, on n'y était pas du tout, en fait. Et de façon assez paradoxale, on a décidé de mettre en veille la société. Mais c'est intéressant parce que dans ma Sofica, je reçois un petit truc en plus. D'accord. Et mon comité n'est pas du tout convaincu par un petit truc en plus. Oui, c'est un film j'ai eu des échos, qui a mis du temps à se financer. Ouais, très compliqué. c'était pas Et simple. mon comité n'est pas convaincu. D'accord. Et à la différence de l'arnaqueur, je vois que je n'arriverai pas à emporter mon comité. Et du coup, je suis très frustré. Et du coup, j'amène un petit truc en plus chez EcoStudio, en disant, bah voilà, il manque encore de l'argent. Je trouve que c'est dans la ligne éditoriale d'EcoStudio, allons-y. Toute l'équipe d'EcoStudio a adoré. Et donc, on s'est retrouvé coproducteur d'un petit truc en plus. Et du coup, bah, l'économie d'EcoStudio, qui allait pas bien, A été boosté par tout a changé en énorme fait. succès. C'est des histoires comme ça t'arrive une fois tous les 10 ans. Ouais. Et ça tombe sur nous. Donc c'est incroyable. Mais néanmoins, on a mis en pause EcoStudio parce qu'on n'y arrive pas en fait. Donc tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire en sorte d'y arriver, bah, on a décidé de se mettre en pause. Voilà. Et juste pour revenir sur la chaire, donc du coup de l'ESSEC, qu'est-ce que vous y faites en fait? C'est quoi? C'est des conférences? Est-ce que c'est des cours spécifiques? Oui, Comment absolument. tu l'as C'est- construit cette chaire? Alors cette chaire, c'est un cursus destiné aux élèves de l'ESSEC au sens large, donc BBA inclus, Ok. élèves grande école, BBA, master, euh, qui, pendant un an, donc d'abord, c'est des élèves qu'on sélectionne, il faut postuler, et c'est la chaire la plus sélective de l'école, et on va choisir environ 20-25 élèves par an, qui vont suivre un cursus spécifique où il y a un programme de cours, obligatoire à suivre,
Il y a un séminaire professionnel où on rencontre plein de professionnels, soit à l'école, soit chez eux, dans les boîtes. Il y a un voyage de chair, il y a un sujet de recherche à faire, encadré aussi par des professionnels, il y a des stages à faire dans le secteur, et il y a une association des alumni après, qui t'accueille et qui organise tous les mois quelque chose. Un dîner, un after-work, une réunion cinéma, une réunion musique, une réunion, etc. Donc c'est un programme très très actif en fait, et qui crée un réseau où vraiment c'est hyper gratifiant pour moi de voir des jeunes qui, quand je les ai reçus en entretien pour savoir s'ils allaient faire la chaire média ou pas, finalement m'avaient raconté à l'époque quelle était leur passion d'étudiant. Et là, je me projette évidemment, puisque moi aussi j'avais des passions que je n'ai pas pu assouvir à ce moment-là. Et là, je vois et je me dis, ben voilà, ils font ce qu'ils avaient voulu faire dans la vie, et quelque part, mon programme a rendu ça possible. Alors c'est leur talent hein, qui Ouais, a bien fait que sûr. ça c'est Tu arrivé. les as mis sur les rails. Mais voilà, mais le talent a pu éclore parce que il y a eu à un moment donné cette étincelle. Et voilà, et je suis super heureux. Et même dans les années de la première promo, on a un garçon qui s'appelle Devichou, qui voulait devenir réalisateur. Il est devenu réalisateur. Il a eu plusieurs fois des films sélectionnés à Cannes. Il a été membre du jury à Un certain regard. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est Et magnifique. donc voilà, et il y en a plein des élèves, des anciens élèves comme ça qui ont des parcours incroyables et mais c'est pas tant incroyable en termes de j'ai du succès que incroyable en termes de Je l'ai je fait. fais Ouais. ce que je voulais faire. Voilà. Et ça me touche énormément en fait. Voilà. Et donc je les revois, certains d'entre eux n'hésitent pas à venir me demander des conseils sur un changement de job, etc. Et je les revois toujours avec beaucoup de plaisir. C'est super. Maintenant, on va parler sur un dernier volet, sur l'IA. Ouais, J'ai vu que tu avais co-créé avec ton fils Amaury Hayat ouais, Ozma Labs, ouais. qui au début faisait plutôt Web3 et j'ai l'impression que maintenant vous faites aussi beaucoup de l'IA. Est-ce que déjà tu peux nous en parler et après, dans un second temps, nous parler de ta vision de l'impact de l'IA sur le secteur du cinéma, enfin du secteur de l'audiovisuel aujourd'hui et dans les prochaines années? Ça Ok. m'intéresse beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question-là, si Ouais. tu veux bien, je voudrais peut-être dire un truc auquel j'ai pas complètement répondu, qui est ma frustration de ne pas être suffisamment proche du contenu. Ok. Quand on a financé L'Arnaqueur, on en a parlé tout à l'heure, j'ai été sur le tournage et j'ai fait la connaissance du scénariste de L'Arnaqueur, Laurent Zetoun. Laurent Zetoun. Et donc, j'ai discuté avec Laurent Zetoun et j'ai dit à Laurent Zetoun que bah, moi aussi j'avais envie de raconter des histoires, mais que bon, j'ai jamais été très bon littérairement parlant. Et puis ensuite, voilà, c'est un métier et c'est pas moi. Et donc c'est pour ça que je suis du côté de l'argent et pas du côté du scénario. Et lui me dit, mais attends, mais tu as fait des études. Et je lui dis, j'ai fait des études scientifiques. Il me dit, mais un scénario, c'est scientifique. Je lui dis, comment ça? Il me dit, en fait, un scénario, c'est une matrice. Et c'est une matrice dans laquelle tu remplis des cases. Et donc, si tu as l'esprit scientifique, tu sais faire un scénario. Et il me dit, je te conseille d'aller lire Anatomie du scénario par John Truby. Je dis, ah bon? Je suis sorti, j'ai tout de suite été acheter Anatomie du scénario par John Truby. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que j'écrive tout de suite. Et je me suis dit, bon, alors, est-ce que j'écris un scénario? Non, je ne vais pas écrire un scénario parce que je sais qu'un scénario, c'est tellement dur à monter. Par contre, je peux écrire un roman parce que ça dépend que de moi. Et donc, je me suis mis à écrire des romans en étudiant la dramaturgie. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de finir mon 3e roman. Ouais. Ça m'a fait toucher du doigt à la dramaturgie. Et je me suis donc dit que la dramaturgie, c'était une science. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi une bonne histoire? Une bonne histoire, c'est d'abord un talent qui a envie de partager au monde entier sa vision de certains thèmes, de certains sujets sur lesquels il va avoir un éclairage très particulier qui lui est totalement personnel. Donc une bonne histoire, c'est d'abord ça. Mais une bonne histoire, c'est aussi une histoire qui fonctionne.
Et pour qu'une histoire fonctionne, il faut qu'elle ait une bonne dramaturgie. Et la dramaturgie, c'est une science depuis Aristote. Et tu as plein de manuels. Moi, je citais Truby, parce que moi, je suis sensible à Truby, mais il y a plein de manuels de dramaturgie que j'ai lus, évidemment. Et c'est une science, la dramaturgie. Et donc, il y a quelques années, j'ai été voir mon fils, et je lui ai dit, bon, alors il se trouve que mon fils, il est aussi féru de dramaturgie, et il a écrit quelques scénarios en chambre. Mais mon fils, il est chercheur en maths et en IA, en fait. Ouais. C'est pas son métier. Mais il a écrit des scénarios que j'ai trouvés vachement bien foutus. Et lui-même a suivi même plus de cours de Truby. Il a suivi des cours en direct avec Truby, lui. Il a été élève de Truby. Et je lui dis, écoute, t'aimes la dramaturgie, moi aussi, on sait toi et moi que c'est une science. Est-ce que l'intelligence artificielle, toi tu travailles sur l'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait pas nous permettre de créer des histoires par intelligence artificielle, en fait? Et il me dit, écoute, c'est impossible, parce que pour que ça marche, il faut un énorme dataset, l'intelligence artificielle, pour que ça marche, il faut un énorme dataset. Si tu prends tous les scénarios qui existent depuis la création du cinéma, ça ne suffit pas pour faire le dataset qu'il faut. Je dis, bon, ok. Il y a 3 ans, exactement 3 ans, ChatGPT va être lancé. Et il me dit, écoute, moi je travaille pas mal en IA, il a beaucoup travaillé chez Meta, avec ce qui allait devenir les fondateurs de Mistral. Et il me dit, écoute, maintenant, il y a l'intelligence, ça fait des mois que je suis l'IA générative, ChatGPT arrive, et en fait, on n'a plus ce problème de dataset. Donc si tu veux qu'on en reparle, on en reparle. Et donc, il y a un peu plus d'1 an, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner la dramaturgie à des larges modèles de langage pour que, en injectant à un outil qu'on aura codé, en lui apprenant la dramaturgie, en injectant des ingrédients de ce qu'on veut voir dans une histoire, eh bien, il puisse nous sortir une bible d'histoire. Ce que j'appelle une bible, dans le jargon de l'audiovisuel, c'est ce document de 12-15 pages qui explique l'architecture de l'histoire, c'est-à-dire le pitch, le résumé, l'intention, pourquoi on a envie d'écrire cette histoire, pourquoi on a envie d'y donner un éclairage particulier qui n'a jamais été donné jusqu'à maintenant, quelles sont les thématiques qu'on a vraiment envie d'aborder à travers cette histoire, comment fonctionnent les personnages, quelles sont leurs faiblesses, qu'est-ce qu'ils doivent surmonter pour vivre une vie meilleure, comment ils s'opposent avec d'autres personnages, et puis le résumé de ce qui se passe dans le film ou dans la série. Ça, c'est la Bible, et quelques références. Ça, c'est la Bible. Okay. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des Bibles à partir de l'IA, en codant une IA? Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a injecté des techniques de dramaturgie dans des modèles de langage qui font que, en y entrant un certain nombre de choses, il est capable, en interagissant avec des créateurs, il est capable de sortir une Bible. Okay. Et donc, ça, c'est la première chose qu'on fait avec cet outil. Ce qu'on fait aussi avec cet outil, c'est qu'on extrait l'ADN des histoires qui marchent. C'est-à-dire, quelles sont les micro-composantes qui font qu'une histoire, d'abord fonctionne, puis même est dupliquée. Je te donne un exemple. Tu as vu probablement le Cercle des poètes disparus. Bien sûr. Le Cercle des poètes disparus, c'est une arène dans laquelle tu as une école, dans laquelle tu as des élèves qui sont malheureux parce qu'il y a une administration qui est trop rigide. Il y a un prof qui arrive de l'extérieur, qui les emmène lire des poèmes dans des grottes et qui a une autre méthode d'enseignement. Très vite, les élèves se prennent de passion pour ça. L'administration réagit mal, vire le prof qui est la victime sacrificielle. Mais à l'intérieur de l'école, les élèves sont transformés à jamais. Tu prends les choristes. Les choristes, c'est la même histoire. Ouais. C'est pas des poèmes, c'est des chansons, mais c'est la même histoire. Exactement. Tu prends Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est exactement la même histoire. C'est pas une école, c'est un asile. Tu prends Pocahontas. Maintenant, tu prends Avatar. C'est la même histoire. Et donc, tu as plein de patterns comme ça qui se retrouvent. Avec l'IA, tu peux extraire l'ADN des histoires et faire de la génétique d'histoire. Et donc ça, c'est fascinant, en fait. Voilà. Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec Cosma Labs,
C'est d'une part de créer cet outil, de ne pas le commercialiser, D'accord. mais en revanche de le réserver à des créateurs. Et à quel créateur je fais référence quand je dis créateur? Aujourd'hui, quand tu veux monter une histoire et que tu veux en faire un film ou une série, objectivement, c'est très difficile. C'est plus difficile que ça ne l'a jamais été. Tu veux aller voir Netflix et tu as une très bonne histoire, tu vas voir Netflix. Bah, déjà, selon le niveau de connaissance que tu as de Netflix, tu vas être reçu ou même pas reçu. Mais même si tu es reçu, tu as une très bonne histoire, ça ne va pas suffire. Des très Il y a un bonnes histoires, il y en a filtrage plein. qui est très dur. Bien, oui, et puis tu as une compétition qui est dingue, et puis tu croises pas une personne dans la rue qui te dit pas j'ai une idée de scénario extraordinaire. Ouais. Donc c'est très dur, la compétition est très rude, et une bonne histoire aujourd'hui, ça suffit plus pour monter un projet. Si par contre tu arrives chez Netflix en disant c'est Pierre Ninet qui a le premier rôle et il a déjà dit oui, là on te regarde différemment. Sauf que Pierre Ninet, il est super booké, il n'est pas dispo avant 5 ans, et puis il est très inaccessible. Ouais. En revanche, je me suis dit que, en fait, aujourd'hui, il y a un monde parallèle dans, alors je ne sais plus si on peut appeler ça de la culture, mais il y a un monde, en tout cas parallèle dans le divertissement, qui est la creator economy. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par creator economy. Non. C'est tout le monde de la création sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur TikTok. YouTube, TikTok, Ouais, tous les bien réseaux sûr. sociaux. Ah, je vois. Ok. Et là, moi j'ai découvert il y a un peu moins d'un an ce monde-là, parce que je ne suis pas natif des gens qui vont tous les jours sur Twitch, mais j'ai découvert un monde dingue d'engagement, d'implication d'une communauté autour d'un talent. Ouais. Et d'authenticité d'une communauté dans ses rapports avec le talent, où, tu vois, le Brad Pitt, t'es fan de Brad Pitt. Un talent que tu suis sur YouTube, t'es pas fan de ce talent. Il fait partie de ta famille, en fait. C'est un fonctionnement extrêmement différent. Et donc, je me dis, bah, quand je regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché du cinéma et de l'audiovisuel, tu t'aperçois que le principal enjeu des années qui viennent, c'est un enjeu de l'attention. Comment tu fais pour capter l'attention d'un public qui est saturé de sollicitations, qui est non seulement saturé de sollicitations par le digital, mais même sur le digital, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le nombre de contenus va exploser. Il y a des tas de contenus faits par intelligence artificielle qui arrivent. Il y a une explosion d'un phénomène qui s'appelle les microdramas verticaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Mais en fait, vraiment, l'attention du public, elle est aujourd'hui hyper sollicitée, alors que le temps total que le public a consacré au divertissement n'a pas changé. Ouais. Une journée ne fait que toujours que 24 heures. Et donc, le divertissement tel qu'on l'a connu ces dernières années, notamment dans le cinéma et dans l'audiovisuel, va être très sérieusement impacté par cette problématique de l'économie de l'attention. Et donc, du coup, votre IA, elle sert à faire des petites vidéos? Voilà, non. Et du coup, mon IA, je propose à des créateurs de contenu qui ont déjà une communauté de créer des projets de fiction en film ou en série, à partir des concepts qui sont déjà les leurs auprès de leur communauté, mais du coup, eux, ils ont des concepts courts en général. Ils ne savent pas forcément quels sont les codes pour réussir un film de cinéma ou une série de télé. Ils ne savent pas écrire une Bible, notamment. Et donc, moi, mon idée, c'est d'aller les voir et de leur dire tout ce que vous avez créé autour de votre communauté, autour des concepts que vous avez développés jusqu'à maintenant, on peut en faire une Bible qu'on va derrière décliner en roman, manga, webtoon, podcast, film, série, tout ce qu'on veut en fait. On va développer l'IP. Et donc Ozma Labs, c'est un fabricant de propriété intellectuelle assisté par l'intelligence artificielle pour des créateurs de contenu, au sens créateur économie. Voilà, donc voilà ce que c'est Ozma Labs. Génial. Voilà. Et donc oui, c'est passionnant de travailler et de faire des ponts entre ce que moi j'ai connu. Tout à l'heure, on disait j'allais au cinéma 3 fois par semaine. Ils sont rares les gens qui vont au cinéma 3 fois par semaine. Mais en fait, c'est aussi passionnant de voir
ce qui est devenu la consommation. Donc du coup, aujourd'hui, je rencontre énormément de créateurs qui sont donc des gens qui ont 22 ans. Et il y a des gens qui sont mais incroyables. J'ai rencontré Achille qui a développé une communauté autour de la magie. Il a 22 ans, mais il y a des millions de gens qui le suivent sur Internet. Il fait des tournées de spectacles de magie. Il a commercialisé une boîte de magie. Et ce gars à 22 ans, c'est un entrepreneur. Bon, on disait tout à l'heure, moi je suis très sensible aux entrepreneurs. Et ce gars, c'est un entrepreneur, il est super smart, il est super humble. Et voilà, et on va développer un super projet avec lui, de fiction. Voilà, j'ai rencontré Dr Nozman, qui est l'un des premiers youtubeurs et influenceurs dans le monde scientifique. Mais ce gars-là, il est absolument incroyable. Il a des idées plein la tête. Et lui aussi, c'est un homme orchestre entrepreneur. Et ce qui est incroyable avec ces gens-là, c'est que ces gens-là n'ont pas du tout le melon. Ils ont des millions de gens qui le suivent. On travaille avec Maxime Biaggi, qui avait une émission qui s'appelle Zen pendant 3 ans sur Twitch. Il a énormément d'idées, mais ce gars-là, il est incroyable. Ce gars-là, il a fait la dernière de Zen. Il a loué Bercy 18 000 places. Tu sais en combien de temps il les a vendus, les 18 000 places? Ça peut être en heure, non? En 12 minutes. C'est fou. Mais il y a des films qui font pas 18 000 entrées France, qui ont nécessité 2,5 millions d'euros de budget et qui ont nécessité 3 ans de travail acharné de producteurs, réalisateurs, etc. Et donc, tout ça m'interpelle énormément, en fait. Et je suis extrêmement admiratif de tous ces jeunes qui ont une telle niaque. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai très envie de les accompagner et de faire en sorte qu'ils puissent eux aussi réaliser leur rêve de passer à la fiction. C'est super. Voilà. On arrive sur la fin du podcast. Ouais. Maintenant, je vais te poser des dernières questions sur plus toi, sur l'homme, ta vision, ta philosophie de vie. Ouais. Honnêtement, c'est hyper inspirant tout ce que tu as fait, d'aller d'un monde, d'un univers à un autre et toujours avoir l'énergie de continuer d'avancer et de te réinventer. Et surtout, j'ai vu que tu avais écrit des livres un livre sur Napoléon, Ouais, 2 livres sur Napoléon. Donc, tu dois sûrement être admiratif aussi de l'homme. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler qui y a derrière l'homme, derrière toi, derrière Serge? Moi, je pense que j'ai été élevé par une famille extrêmement bienveillante, qui m'a donné plein d'amour et qui vraiment a cultivé le socle de la famille. On est très proches avec mes parents. J'ai la chance d'avoir encore mes parents. Mon père a 97 ans. Donc, j'ai la chance d'avoir encore mes parents. Je suis très proche aussi de mon frère et de ma sœur. Tous les mercredis midi, on se retrouve tous les 5 chez mes parents pour déjeuner. Donc, on a ce noyau familial qui est très fort. Dans le même temps, j'ai été élevé dans un culte de la performance absolue où on est obligé d'être le premier. Et ça, c'est sympa par certains côtés parce que ça te pousse à être bon. C'est aussi extrêmement handicapant parce que ça te met une pression très forte en fait. Donc ça, c'est un premier truc qui m'a marqué et sur lequel j'ai finalement un peu adapté cette notion qu'on m'a inculquée, que je ne suis pas arrivé encore à enlever. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je pars toujours avec la volonté d'être le premier, mais je l'ai adapté en me disant que ce qui est important, c'est pas tant d'être le premier, mais que d'être à l'optimum du rapport qualité-prix. C'est-à-dire, quel est le prix à payer pour obtenir ce que je souhaite et est-ce qu'il vaut la peine d'être payé? Et s'il ne vaut pas la peine d'être payé, peut-être que je peux souhaiter autre chose. Et tu vois, tu me parlais tout à l'heure de ma relation avec le métier de producteur. Je ne suis pas prêt à payer le prix pour être producteur au sens des producteurs que je côtoie tous les jours. Je les admire beaucoup, ils font un job extrêmement difficile et honnêtement, je ne suis pas prêt à faire ce qu'ils font. Et peut-être que c'est ce que je voulais faire, mais le rapport qualité-prix n'est pas satisfaisant à mes yeux et c'est pour ça que je me déporte à côté. Donc voilà, donc ça c'est important. Ensuite, j'ai été prof très jeune, puisque j'ai été prof l'année de ma sortie de l'ESSEC, ce qui m'a permis de monter ma première boîte, puisque du coup j'avais un salaire. Ouais. Ce qui m'a permis, donc c'était mon premier job, ça m'a permis de créer ma première boîte, et ça m'a permis de rencontrer ma femme, qui était une de mes élèves quasiment l'année où j'ai commencé à enseigner. C'est dingue. Ce qui est vraiment super. Et en fait, j'ai découvert que j'avais une grosse envie de transmission. Et même quand j'étais très jeune, j'avais cette envie-là. Mais maintenant que finalement tout a marché,
J'ai fait des trucs qui n'ont pas marché. Hein. Ouais. Moi, je te parlais People for Cinema, je l'ai cédé à Ulule. Ce que j'ai fait sur Cinéart, on l'a développé, je l'ai bien revendu. Mais la question n'est pas celle-là. Ce que je voulais faire au départ en le rachetant, je ne l'ai pas fait. Tu vois, sur Eco Studio, on n'y est pas arrivé. C'était une expérience géniale. J'ai adoré bosser avec Jean-François Camiri, qui est un des mecs les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrés. Mais il n'empêche qu'on n'y est pas arrivé. Donc, tu réussis pas à tous les coups. Mais globalement, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment animé du désir d'accompagner des gens plus jeunes pour que eux aussi puissent réussir ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Et il y a des choses qui sont un peu plus compliquées pour moi parce que par exemple, tu vois, quand je te parle de Twitch, moi je suis pas sur Twitch tout le temps. Ouais. C'est pas ma mécanique, je suis pas natif de ça. Et en vrai, j'aime encore bien voir des films au cinéma. Ouais. Tu vois. Mais néanmoins, j'apporte à mes jeunes associés, je leur apporte juste l'expérience que j'ai, le regard que j'ai, en ayant bien conscience que désormais, c'est eux qui font et c'est pas moi. Et moi, je les pousse, je les aiguille, je les accompagne. Mais celui qui va être en pole position et qui va être interviewé par le film français ou qui va être interviewé par je ne sais qui, ben, il vaut mieux que ce soit eux plutôt que moi. Tu vois? Parce que c'est eux qui doivent l'incarner en fait. C'est à eux de jouer maintenant. Tu vois? Et je pense exactement pareil. J'ai des enfants incroyables et voilà, c'est pareil pour eux. Voilà. Maintenant, moi, je suis là pour accompagner tout ça. Ouais. Tu vois? C'est passionnant. J'ai ma dernière question que je pose à tous les invités. Si demain t'aimerais écouter quelqu'un sur podcast que tu connais, qui travaille du coup dans l'industrie du cinéma, des séries, dans cette industrie-là, est-ce que tu as une personne qui vient à l'esprit que je pourrais inviter sur le podcast? Que tu pourrais inviter. Alors écoute, moi je pense que j'adorerais écouter plutôt des gens du coup que je ne connais pas du tout dans mon secteur, hein, que je ne connais pas du tout mais qui m'intriguent. Du coup, tu vois, t'inviterais Squeezie par exemple. Si j'arrive à l'avoir un jour, Voilà, ça, ce serait très ce intéressant. serait fou. Tu vois, parce que à chaque fois que moi je rencontre des créateurs, Squeezie je le connais pas, Maxime, pour le coup Maxime Biaggi, c'est vraiment un très bon pote de Squeezie. Maxime, à chaque fois que je le rencontre, c'est un immense bonheur, quoi. C'est un immense bonheur. Je pense que ces gens-là ont plein de choses aussi à nous apprendre à nous. Quand je dis nous, Bien sûr. c'est plus vieux, donc. En fait, ce qui est important pour eux, comment ils voient le monde, et voilà. Et, Sur leur vision. ouais, sur leur vision. Mais c'est pareil, tu vois, quand je rencontre des élèves ou des anciens élèves qui viennent me voir et qui à la fin me remercient de l'entretien qu'on a eu et des conseils que j'ai pu leur donner, ils se rendent pas compte en fait que c'est à moi de les remercier. Tu vois, c'est eux qui me nourrissent aussi. Parce que si tu es chez toi et que tu regardes juste ce que tu as l'habitude de voir, bah, tu te scléroses très vite. Moi, ce qui fait que j'ai envie de continuer à entreprendre plein de choses, c'est justement l'envie d'en apprendre plus et de savoir comment bouge le monde dans lequel on va évoluer dans les années qui viennent, tu vois. Donc, C'est voilà. génial. Écoute Serge, je te remercie vraiment pour le temps, Avec pour plaisir. la générosité de tout ce que tu m'as confié. Vraiment, c'est incroyable et encore une fois super inspirant. Je te remercie vraiment Avec beaucoup, grand beaucoup, beaucoup. plaisir. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup Serge.